La valorisation est hyper importante pour moi. Les retours sur les capitaux employés, c'est la marge opérationnelle et le taux de rotation du capital. Donc, si on injecte 100 millions dans une entreprise et en sortie, on a 10 millions, donc notre rentabilité est 10%. Bienvenue dans Game of Bourse. Moi, c'est Mostafa. Et avec Yacine, on parle d'investissement en bourse à long terme. Ici, pas de trading ni de crypto. Dans ce premier épisode, on va parler de notre parcours en bourse, pourquoi on investit et quelques principes fondamentaux de l'investissement à long terme. Bonjour Yacine. Bonjour Monsieur Mostafa. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ça va, ça va. On va parler de nouveau de finance, on dirait. Encore une fois. Encore une fois, sujet favori. On s'est dit, on parle toujours d'investissement et d'actions, d'entreprise. Pourquoi pas partager cette discussion avec d'autres personnes? C'est ça. Ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Yacine, est-ce que tu peux te présenter? Allez, volontiers. Donc Yacine, 32 ans de formation ingénieur dans le domaine de l'électricité industrielle. Donc forcément, je n'ai pas de formation initiale dans la finance, mais c'est quelque chose que j'ai appris en temps. Donc je suis d'origine marocaine. Donc je m'intéresse à la bourse, à la finance de façon générale depuis 2015 et à la bourse en particulier depuis l'ouverture de mon PEA par un conseiller bancaire en 2017. Et puis voilà. Et toi? Présente-toi s'il te plaît. Donc, moi, Mostafa, 31 ans, et ingénieur de formation pareil. Je suis algérien. Et pour moi, ce qui est drôle, c'est que on parle peu de bourse en Algérie. Et aujourd'hui, je passe toute ma journée à analyser des entreprises. La bourse, c'est ma passion et c'est mon passe-temps. Pareil pour le Maroc. La culture financière est très en retard. Et comment tu as découvert la bourse une fois que tu as ouvert ton PEA? Est-ce que tu t'es lancé directement dans des actions, des ETF ou comment ça s'est passé? Alors, la proposition d'ouvrir un PEA, comme je te disais tout à l'heure, elle s'est faite par un conseiller bancaire. J'y connaissais rien, puis pour être franc, la bourse initialement c'était du charabia. Donc, après, il m'avait vendu des avantages fiscaux du PEA avec l'assurance vie. Je me suis dit pourquoi pas. Donc ça a été initialement à travers des ETF, ETF à plusieurs thématiques. Je me rappelle des ETF eau et énergie ou autres qu'ils me proposaient. Sans réellement savoir ce qu'il en était, mais enfin ce que ça contenait et ce que ça représentait surtout à l'époque à minima. Puis après, donc du coup, je commençais à m'y intéresser un peu plus depuis cette année, en essayant plusieurs méthodes, m'intéressant à plusieurs sujets, le trading, surtout le trading au début. Donc non, et après en investissant dans les secteurs un peu phares et tendances du moment. Donc ça fait partie un peu des bêtises qu'on fait au démarrage quand on s'intéresse à la Oui. bourse. Et puis donc du coup, je me suis plus intéressé à l'analyse fondamentale. Donc waouh, à minima, j'ai découvert réellement l'analyse fondamentale plutôt courant 2018, donc à travers le premier bouquin de Ben Graham, L'investisseur intelligent, où je n'avais strictement rien compris au début, où je me suis rendu compte qu'il fallait que je comprenne un peu les bases de la finance, Tu as choisi un livre qui est compliqué quand même, écrit par Ben Graham, qui est le parent du value investing, qu'il a écrit en 1946, quelque chose comme ça. de mémoire, ouais. Ouais, mais après, c'est un peu enfin, aberrant, j'ai envie de te dire. Pas aberrant, mais bizarre, c'est que généralement, ça fait partie du top des bouquins qui sont conseillés dans le net, alors qu'ils ne Ouais. sont vraiment, je trouve, pas adaptés à des investisseurs novices ou quelqu'un pour démarrer. Je ne conseillerais pas du Ben Graham pour quelqu'un qui démarre, c'est sûr, hein. Ouais, largement, largement. Puis après, tu as des bouquins beaucoup plus intéressants pour ceux qui démarrent. Mais il y en a un, enfin, pour moi, c'est toujours la référence. Ça reste, en tout cas pour la francophonie,
ça reste, le journeyman qui de loin, enfin, bon, il fait, je sais plus, 1 300-1 400 pages. Ouais, quelque chose Bah, comme ça, oui. ouais, mais ça reste tout de même la bible, en tout cas pour moi, en termes de connaissances, financières et d'analyse. Ouais. Et Et toi? il y a une nouvelle version qui vient de sortir en 2025, donc Ouais, si vous ouais, commencez, c'est ça. n'hésitez pas à prendre le livre et ça des fois, c'est compliqué, il faut lire, chapitre par chapitre, mais c'est toujours intéressant, ça explique les bases. Bon après, je suis d'accord avec toi, tu peux lire, donc il faut, lire chapitre, par chapitre, mais ça ne t'empêche pas de revenir à chaque fois à des chapitres différents en fonction des sujets que tu as. Donc oui, clairement, enfin, pour moi, c'est un excellent bouquin pour apprendre les bases de la finance et développer son analyse par la suite. La comptabilité, c'est le langage de la bourse, en fait et il faut quand même comprendre les bases, avant de pouvoir, comprendre, et analyser des entreprises et lire des rapports et des comptes, d'entreprise. Il faut passer par là. C'est clair, c'est clair. Et toi, du coup, comment tu as découvert, la bourse? Ouais, je regardais un reportage avec ma femme sur, Warren Buffett. Ouais. C'était le déclic parce qu'on a on a une image que pour réussir dans la finance, il faut être un requin et en regardant le reportage, j'ai compris qu'on peut être une bonne personne et réussir en bourse. On peut être une bonne personne et gagner beaucoup d'argent. Donc j'ai adoré le personnage, la sagesse, le businessman, comment il travaille et à partir de ça, je me suis dit, «C'est une personne extraordinaire», et En quelle année ça, j'ai du coup? ça, c'était en 2019. En 2019. Mmh. Donc, j'ai commencé à regarder. J'avais suivi toutes les assemblées générales de Berkshire Hathaway depuis 94, jusqu'à aujourd'hui. Donc chaque assemblée générale, c'est 3 4 heures, de questions. Ça permet de comprendre les bases. Après, j'ai commencé avec les bouquins, celui de Joel Greenblatt, le livre de Mohnish Pabrai, il y a une dizaine de livres, en fait, que tout le monde, connaît, qu'on pourra recommander, en tout cas, à aux auditeurs. Donc, j'avais commencé par ça. Après, j'ai fait des cours de comptabilité, en ligne. Il y en a aussi pas mal sur YouTube, en français, en anglais. Et après, j'ai commencé à lire des rapports annuels, analyser, investir. J'ai fait, comme tout le monde, beaucoup d'erreurs au début, mais j'avais de la chance quand même parce que j'ai commencé vraiment à mettre beaucoup d'argent en 2020, donc c'était le crash Covid. Donc, c'était une opportunité quand même intéressante. Et depuis, j'ai continué à investir, à apprendre, à évoluer parce qu'en bourse, on apprend chaque jour, on découvre des entreprises et notre stratégie évolue avec le temps. Et Ouais, ça, c'est c'est très clair, intéressant, c'est un challenge et on apprend et on évolue. c'est clair. Non, c'est clair. En parlant d'évolution, aujourd'hui, en 2025, quand tu analyses une entreprise, Yacine, c'est quoi tes 3 critères d'investissement? Qu'est-ce que tu as en tête, quand tu analyses une entreprise? Résumer ça en 3 critères, donc mais des critères, il y en a plein. Il y en a plein après, effectivement, on peut essayer de résumer ça en 3 points. Heu, le 1er, c'est un peu un biais personnel, c'est que je m'intéresse beaucoup un peu aux entreprises un peu familiales ou bien les managers, sont investis dans l'entreprise. Ce qu'on appelle, comme tu le dis si bien, Skin skin of in the the game. game. Exact. Donc ça, j'ai un biais, ça c'est mon premier biais. Le deuxième, c'est forcément, que le secteur dans lequel opère l'entreprise, globalement, bah, c'est mon deuxième biais, c'est que, j'aime bien les secteurs, qui sont faciles à comprendre et qui ne sont pas sujets ou à minima moins que les autres à des ruptures technologiques. Donc c'est pour ça que je m'intéresse énormément à des entreprises qui opèrent dans le secteur, non discrétionnaire. Ça va être, pour vendre des dentifrices, des produits laitiers. Donc en gros, ça va être vraiment beaucoup la consommation de tous les jours. Et s'il y avait un troisième, donc forcément, bah, là, j'ai résumé un peu tous les points financiers, importants pour moi, mais ça va être donc une bonne rentabilité ou un minima supérieur à la moyenne, très peu de dettes, une prédictibilité des cash flows forcément, heu
intensité capitalistique pardon, faible ou modérée, mais voilà. Mais ça serait en tout cas les 3 points, ou les 3 critères principaux pour moi que je recherche, dans une entreprise. Il y en a d'autres, forcément, mais en tout cas, c'est les primordiaux. Et toi, du coup? OK. Moi, quand j'analyse une entreprise, je cherche une bonne rentabilité des capitaux employés dans un secteur où, l'environnement concurrentiel est stable, secteur en croissance, mais l'environnement concurrentiel est stable et bien sûr, il y a toute la partie valorisation. La valorisation est hyper importante pour moi. Mmh. Donc, on peut en parler un peu dans le détail. Moi, la rentabilité, c'est vraiment le critère, numéro 1 quand je regarde une entreprise. Donc, si on injecte 100 millions dans une entreprise et en sortie, on a 10 millions, donc notre rentabilité est 10%. Si on injecte 200 pour avoir les mêmes, 10 millions, donc on est à 5%. Sans pour autant s'intéresser à la structure des capitaux apportés, pardon? Est-ce que c'est de la tu pas de biais vis-à-vis de la dette ou autre? Si, si, en fait, je regarde, 2 facteurs. Je regarde le ROI où on regarde pas la dette. Donc Mmh, là, tu regardes juste les capitaux propres de l'entreprise. Après, si on regarde, le ROCE, ROCE, chacun le prononce, différemment. mmh, Je le mmh, prononce ROCE. mmh, Là, on va inclure la dette dans le calcul. Mais c'est pas juste un chiffre pour moi, c'est surtout comprendre le business. En fait, mmh, pour être une entreprise rentable, soit l'entreprise arrive à faire tourner les capitaux rapidement. Donc une entreprise a besoin d'usines, de terrains, de stock pour, faire tourner son business et si on doit investir beaucoup dans des usines, on investit beaucoup dans le stock ou dans des terrains, donc logiquement, notre rentabilité va pas être exceptionnelle. Il y a des entreprises, comme Costco par exemple, qui mmh, arrivent à être dans des secteurs où souvent la rentabilité n'est pas énorme, mais ils jouent mmh. sur la rotation de stock. En fait, ils tournent leur stock rapidement, donc ils ont une rentabilité, qui est assez bonne. Donc en regardant un business, si tu vois que tu as besoin d'investir beaucoup d'argent dans des usines, dans des terrains, dans des stocks énormes, logiquement, le chiffre de rentabilité va pas être bon. C'est pour ça que tu en parlais, Yacine, pour des entreprises, low capex où tu pas tu pas besoin d'investir grand-chose, pour croître. Par exemple, les cabinets de conseil, je sais que tu pas, mais moi j'aime bien le secteur. Les cabinets de conseil, tu as besoin de consultants, un bureau et un PC, et tu pas besoin Ah, d'investissement dans des en usines ou dans le terrain immobilisation, pour ouais, ouais, d'immobilisation. tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais c'est tout à fait ça, tu as bien résumé la chose. Au final, quand tu y penses, de façon sommaire, donc ouais, après on rentre un peu dans le détail, mais effectivement les retours sur les capitaux employés, sont définis par deux points principaux. C'est la marge opérationnelle et forcément le taux de rotation du capital. Ouais. Et donc, tu peux avoir des entreprises avec une forte marge opérationnelle, mais un taux de rotation du capital très faible, ou vice versa, ou peut-être un peu les deux. Donc, après, ça dépend des choix et des envies de chacun. Et des fois, il y a des questions simples qui vont te permettre de comprendre la rentabilité. C'est que c'est regarder l'entreprise, comment elle paye ses fournisseurs et Mmh, comment elle est payée. Si on sait que l'entreprise paye ses fournisseurs, chaque 30 jours, par exemple, mais le client paye, 3 mois ou 4 mois après. Bah, là, avec juste du bon sens, tu sais que l'entreprise va toujours garder de la trésorerie pour payer les salariés, pour faire fonctionner son business et là, tu sais que la rentabilité, ne peut pas être très bonne. En fait, mmh, moi, j'aime bien analyser les chiffres, mais j'aime avant tout ça de comprendre le business. Je dis mmh, mmh. Mais il y a plusieurs paramètres à apprécier lors de l'analyse. parce moi, sur la rentabilité, l'autre point qui est hyper important pour moi, c'est que je la vois comme une marge de sécurité. Une entreprise qui est rentable, Mmh, elle a beaucoup de marge d'erreur par rapport à une entreprise qui est pas rentable. Si on prend une entreprise, dans l'auto par exemple, un moindre erreur ou le cycle économique dès qu'il commence à se retourner, on rentre dans on va bouffer de la trésorerie, on est rapidement dans le rouge. Alors qu'une mmh, entreprise qui est rentable intrinsèquement, souvent, si ça se passe mal, sur, une année ou 2. C'est pas la fin du monde parce qu'on ne doit pas investir beaucoup. Il faut juste, l'accepter, attendre que ça passe et après on repart sur un autre cycle, en fait.
Ah, tout à fait, bah, c'est littéralement en train de décrire, si tu veux, la structure des coûts d'une entreprise. Donc avec, donc forcément, une entreprise qui va mobiliser, qui va avoir des frais fixes assez importants, bah, le et généralement, c'est des entreprises qui sont plutôt cycliques. Heu, la baisse du chiffre d'affaires va rapidement la plonger, dans le rouge, et vice versa. Et c'est aussi, on parle de l'effet, enfin, l'effet ciseau, mais c'est aussi, enfin, donc c'est au final, qu'est-ce qu'on est en train d'analyser? C'est analyser globalement le positionnement de l'entreprise par rapport à son point mort. Donc plus elle s'éloigne de son point mort, forcément plus elle est rentable, et moins, elle sera sensible en termes de variation de ses résultats et vice versa. Mais tout à fait, la structure de je suis totalement en phase avec toi, la structure des coûts d'une entreprise sont très importants, et ça dépend beaucoup, un peu aussi du secteur. Ça dépend beaucoup du secteur aussi dans Ouais. lequel elle opère et comment elle opère dans ce secteur-là. Je pense qu'il faut tout de même apprécier la rentabilité d'une entreprise par rapport à son secteur et ses concurrents. C'est ce qui va, je pense, donc bah, forcément, sa position concurrentielle, mais c'est ce qui va définir la marge opérationnelle de l'entreprise. Et toi, tu as parlé de l'environnement concurrentiel. Moi, c'est l'un des critères hyper importants pour moi. Mmh. Quand je regarde une entreprise, je regarde la rentabilité, j'essaye de comprendre le business et après de suite, j'essaye de comprendre l'environnement concurrentiel. Pour moi, s'il y a un facteur qui peut tuer un business, c'est bien la concurrence. Donc, prenons l'exemple, de la restauration où il y a beaucoup de faillites, il y a beaucoup de restaurants qui font faillite. Mmh. C'est juste parce que, si ça marche bien, il y a quelqu'un qui va juste, louer le local d'à côté et va ouvrir un autre restaurant et on va partager les clients et tu vas perdre en marge et si ça continue comme ça, tu peux faire faillite. Mmh. Et supposons que dans une ville, X, il y a une loi qui passe qui limite le nombre de restaurants qu'on peut avoir à 10. Et là, les 10 restaurants qu'on a dans cette ville, ils vont être rentables et ils vont avoir une marge de 30 et ils vont être l'un des meilleurs business de cette ville. Donc Ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait normal. Mais je pensais effectivement quand tu parlais tout à l'heure, donc j'ai pensé à, heu, tu as un principe général qui est, que donc plus un secteur est fragmenté, plus tu vas avoir des acteurs avec des parts de marché faibles, donc ça c'est clair. Et puis, généralement le principe est que le leader ou les leaders présentent les meilleures marges. Heu, c'est structurellement parlant que, et donc, effectivement, ça fait partie des sujets dont on a déjà parlé, mais j'aurais tendance effectivement à privilégier, le leader d'un secteur ou à minima, de par, le fait qu'il présente des marges opérationnelles plus importantes que le reste de son secteur, si c'est le cas. mmh, Et 2, bah, forcément, c'est, et suivre un peu l'évolution des parts de marché, toujours dans son secteur. Est-ce qu'il est en train de perdre des parts de marché? Est-ce qu'il Mais généralement, on retrouve que les leaders, alors connaissent des croissances à minima en lien, enfin, au même niveau que leur secteur, voire généralement au-dessus de leur secteur. Et donc ça, c'est important effectivement à suivre, au mmh. global. En fait, la question que Warren Buffett toujours, exprimait, c'est de se dire, s'il y a un concurrent qui peut lever 1 milliard et rentre dans ton secteur et peut tuer ton business, c'est que tu as pas un avantage concurrentiel, tu es pas protégé. Or que dans certains secteurs, tu peux aller lever de l'argent, mais tu pourras jamais aller faire de la concurrence à l'entreprise X ou Y. Et là, c'est un vrai avantage concurrentiel. Totalement en phase. Et moi, l'une des questions que je me pose aussi quand j'analyse une entreprise, c'est le comportement du client. Est-ce que le client, avant de prendre, sa décision d'achat, va ouvrir un comparateur de prix et va passer 5 heures à regarder, à comparer avant de faire un achat? Si c'est le cas, l'environnement concurrentiel va être compliqué. Parce que si, 10 € de plus ou de moins vont basculer la décision d'achat du concurrent 1 au numéro 2, donc il suffit juste, qu'un concurrent, prend un peu une décision stupide et commence à de faire une guerre de prix et là tu commences à perdre des clients ou tu perds beaucoup d'argent. Et ça, c'est le genre de secteur où pour moi il faut éviter, sauf si vraiment, vraiment, vraiment on paye pas cher. Bah, enfin, moi je vais être beaucoup plus catégorique, pardon, que toi, effectivement. Enfin, moi je m'y intéresse pas. Je m'intéresse pas aux secteurs qui ont de très faibles marges opérationnelles, et forcément je m'intéresse pas aux secteurs qui,
dont les ventes se font principalement par comparaison de prix. Et donc là, on parle de tout ce qui est le retail avec les supermarchés, hypermarchés, etc. Et les compagnies aériennes. Mais je sais qu'on en avait discuté il y a quelques jours, semaines, où tu avais je sais plus qui avait partagé ça sur le groupe WhatsApp qu'on a en commun, où en gros, tu avais l'analyse des secteurs, Ouais. l'analyse des retours sur capitaux employés de mémoire par secteur depuis les années 70, et tu retrouvais que généralement les secteurs un peu où il y a le plus de concurrence sont généralement les secteurs qui génèrent le retour sur capitaux les plus faibles. Et notamment, c'était forcément l'automobile, le retail, etc. Je veux être capable de valoriser une entreprise. Pour valoriser une entreprise, je vais me projeter sur ses free cash flow, donc ce qu'elle laisse en caisse en fin de l'année, combien d'argent elle va laisser dans ses caisses, dans sa trésorerie. Et je veux me projeter sur des années, sur 3, 4, 5 ans. Et si l'environnement concurrentiel change d'une année à une autre, je peux pas faire l'exercice. Je peux pas savoir, je peux pas me projeter sur 2, 3 ans. Et dans ce cas, la valorisation est impossible. Et si je peux pas valoriser une entreprise, je peux pas prendre la décision d'acheter ou pas. Ouais. Moi, alors, le free cash flow, ça a toujours été un sujet complexe, dans le sens où, alors c'est, parce que de base, le free cash flow, on est censé déduire des flux de trésorerie opérationnels, les capex de maintenance. Et donc, du Mmh. coup, comment tu arrives à définir ces capex de maintenance, c'est un peu le problème. Et donc, c'est là où je trouve que le free cash flow, il commence à avoir un biais un peu subjectif, dans le sens où donc ça dépend de ce que chacun considère comme hypothèse et dans ses calculs. Après, il y en a qui vont tout simplement calculer, faire une moyenne de free cash sur 10 ans, tout ce qui est flux opérationnel, moins tout ce qui est tous les investissements moyenniser sur 10 ans, puis après déduire, ça dépend des entreprises. Enfin moi j'aurais plus tendance à voir un peu à m'appuyer sur des ratios de cours sur flux opérationnel par moment, enfin Blackaf ou forcément aussi ça m'arrive d'utiliser le free cash. Il y a un peu le PE aussi, mais voilà, mais après c'est une appréciation au global. Donc en fait, tu vas avoir plein de ratios, plein de chiffres, qui vont clignoter dans tous les sens, d'autres en vert, certains en vert et certains en rouge. Et après, c'est une appréciation globale à avoir sur l'entreprise en fonction. Après, moi, j'avais dit que l'un des critères que j'avais, je parlais de rentabilité, je parlais de concurrence et c'était de la valorisation. Et pour moi, la valorisation est hyper importante. Ou par exemple, moi, j'ai des règles simples. Je paye jamais 10 fois, plus de 10 fois le chiffre d'affaires. Parce que quand tu payes 10 fois le chiffre d'affaires, c'est que tu as une estimation des croissances, donc une croissance de 20 ou 30% plus. Et pour moi, la moindre erreur, Le chiffre le d'affaires ou moindre le change résultat? chiffre d'affaires, je parle 10 fois parce que, tu regardes la tech, OK, les gens, ils OK, payent donc bien, ouais, ouais, plus de tout 10 à fait, fois, hein. ça dépend Donc effectivement des secteurs. Ouais, ouais, tout à fait. ouais, Mmh. et moi, je paye pas plus, en fait, j'ai des règles simples. Par exemple, je regarde même pas, peu importe la valo, le futur de l'entreprise, si c'est plus de 10 fois de chiffre d'affaires, je regarde pas. Mmh. Et parce que et de l'autre côté aussi, pour moi, tout a un prix. Donc moi, si une entreprise, elle est pas rentable, elle est pas très rentable, même, des fois, elle a des marges, faibles, mais elle est, tellement pas chère, je peux en prendre. C'est pas ma stratégie principale où je veux toujours des entreprises solides, très rentables, mais des fois, quand des entreprises sont tellement pas chères, j'en achète. Donc j'ai pas de je dis toujours qu'il faut faire des compromis et quand la valorisation est tellement basse, je peux en acheter et tu as des gens comme, Bengram ou Walter Schloss qui ont vraiment fait ça, leur stratégie d'investissement. En fait, j'achète, ce type d'entreprises qui sont pas chères, mais surtout qu'ils ont pas de dette, comme ça, même si ça marche pas, ils vont pas faire faillite. Mmh. Personnellement, enfin moi j'ai le ratio, valorisation sur chiffre d'affaires, enfin, ouais, ouais, je pense qu'il va dépendre forcément des secteurs et de la rentabilité et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, donc la structure des coûts.
associé à chaque, secteur. Enfin, comme tu disais par rapport à la tech et au vu des marges, des marges nettes de 25-30 qu'ils ont, bah, oui, forcément le ratio, chiffre d'affaires, Ouais, valo, ça peut être un bon métrique. Mais quand tu vas aller sur des entreprises un peu, plus classiques comme le secteur automobile ou le secteur du retail, on va être, vraiment sur des comparatifs ou des métriques, de 50 de chiffre d'affaires ou 20 de chiffre d'affaires. Donc je pense c'est à prendre, en fonction des secteurs. Mais après, enfin, moi généralement c'est ce que je fais, alors c'est alors projection, j'aime pas par alors si, ça m'arrive de faire des projections, mais ça va être plutôt, sur, 3 ans, 5 ans par moment maximum en fonction des catalyseurs que je vois pour l'entreprise. Ça va être aussi bien, enfin calculer, enfin alors projeter des valorisations d'ici 3-5 ans, soit sur la base des cash flows, soit sur la base des résultats potentiels avec, des catalyseurs qui justifient la croissance derrière. Ou bien juste alors ça, je l'avais vu, c'est chez, John Hoover, Uber, avec, UE, oui qui, c'est un truc c'est une méthode que j'avais vraiment appréciée, j'ai commencé à utiliser de plus en plus j'avais écouté son podcast il y a peut-être 2 ans, où en gros il décompose, la la le résultat attendu sur une action, avec, soit par, la croissance, du résultat, soit par, ce que va t'offrir l'entreprise, enfin, en tout cas, l'action en question, le management surtout en termes de dividendes ou buyback. Et le 3e point, bah, ça c'est de mémoire, c'était donc, on a dit résultat, le retour à l'actionnaire et puis le 3e, c'est les multiples de valo. Donc, si tu as une entreprise par exemple qui est valorisée à 6 fois les bénéfices, si tu dis que potentiellement, enfin la moyenne ou la norme devrait être à, je sais pas, à 12 fois d'ici 5 ans, bah, ça te fait déjà rien que sur l'évolution des multiples. Ça te fait du ouais, 12%, si c'est le double, ouais, tout à fait, ouais. Donc en voilà, fait, c'est ouais. En tout cas, n'importe quelle action, n'importe quelle entreprise, le cours va suivre, un, la croissance des bénéfices et 2, l'expansion du multiple, en fait. Donc comme tu disais, si une entreprise, elle est, un price earning ratio, combien si le PE, c'est combien on paye, les bénéfices de l'entreprise, de l'année. Si, l'entreprise génère, 1 000 000 de bénéfices, et qu'on l'achète en bourse à 10 millions, donc on l'achète à un PE de 10. Donc, si l'entreprise, dans 5 ans, elle est à un PE de 20, donc le marché la valorise à un PE de 20, donc ça a doublé en 5 ans, donc ça fait de 15 mmh, par an. mmh, Donc juste ça fait 15. Et de l'autre côté, si l'entreprise faisait 10 de croissance, croissance de résultats nets, donc de bénéfices sur la durée, donc on peut rajouter les 2 et faire 25. C'est un exemple, qui est pas standard parce que pour, faire la 10 de croissance et faire, passer d'un PE de 10 à 20, c'est pas toujours le cas. Mais c'est juste pour expliquer le concept, dont tu parles, et toi tu regardes les dividendes, les buybacks à côté de ça? Ou tu fais la somme de tout en même temps? Parce que moi souvent mmh, j'ai tendance de regarder le free cash flow, du coup, yield mmh. plus la croissance, et ça me donne à peu près, une estimation le TSR, donc Total, Shareholding Return, donc combien, l'actionnaire, va avoir, au total, ouais. Ouais. Enfin pour ma part, alors, forcément, ce qui est apprécié sur les marchés, et ce qui est utilisé surtout, c'est le PE, Mmh. donc, la valorisation sur la base des bénéfices, un peu ce qui est commun. Donc forcément, c'est quelque chose d'important aujourd'hui, en tout cas pour ma part dans le cadre de l'analyse. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que, intéressant de voir aussi derrière, est-ce que donc c'est là où potentiellement, le free cash, il est important. Est-ce que donc si par exemple une entreprise reporte 100, de résultats, concrètement d'un point de vue cash, est-ce qu'on retrouve quelque chose qui s'en rapproche? Donc est-ce qu'on retrouve à minima 80, 90, je sais pas, 70? Ouais, et donc là donc c'est important de voir ça parce que tu peux avoir des entreprises, avec des méthodes
comptables douteuses, il y en a eu dans le passé, qui vont afficher des résultats assez très gonflés, mais en termes au niveau de mais qui financent tout simplement leur cycle d'exploitation avec la dette et avec des il y en a eu certains où c'est même les flux de trésorerie de l'exploitation étaient négatifs. Pour Donc moi, ça, c'est c'est un red flag, dès que je vois le flux d'exploitation oh négatif, mais je regarde même pas, hein. Ouais. oh mais pareil, moi je ferme le dossier directement. Ouais. Je me pose Oui, même bah, pas la question. C'est pour ça, l'appréciation globale, elle est un peu c'est vraiment, toute une image que quand tu commences à analyser un dossier, c'est que tu commences à te faire, une image enfin une image de l'entreprise en appréciant plusieurs ratios, plusieurs valeurs, enfin plusieurs ratios. Et puis après donc la décision elle reste tout de même un peu subjective dans le sens où c'est toi qui décides à la fin. Est-ce que tu actionnes le levier ou pas? Est-ce que tu achètes ou ouais, pas? Et pour répondre à ta question initiale, effectivement, donc j'aime bien, alors je sais que ça va être un peu contre-intuitif, mais j'aime bien qu'effectivement, le TSR dont tu parlais tout à l'heure, donc Total Shareholder Returns, que ça soit un peu provienne un peu de la valorisation, donc des multiples de valo, de la croissance forcément, parce que c'est important aussi que l'entreprise qui croît, on est donc entre parenthèses, je n'investis jamais dans une boîte qui décroît, ça c'est un principe de base. Et puis après un peu de dividendes ou buyback, idéalement dividendes, même si je sais que c'est un peu contre-intuitif, mais c'est un biais personnel, qui me rassure. ouais. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que tout ce qu'on raconte là est un peu compliqué. Mais faut pas avoir peur parce que, j'imagine, en 2018 ou 2017 quand tu as démarré, quand tu entendais les gens parler de tout ça, tu te disais: «C'est compliqué». Mais en vrai, faut garder en tête que c'est simple, mais pas facile. Faut essayer déjà de comprendre, les concepts de base, essayer de comprendre la comptabilité qui est le langage de la bourse et commencer à lire des rapports annuels. Quand on lit les rapports annuels, essayer de comprendre des secteurs parce qu'aujourd'hui, si on a compris, on a regardé un rapport annuel dans le secteur X et le lendemain, quand tu vas analyser une entreprise, tu pars pas de zéro parce que tu comprends un peu le secteur, tu comprends un peu la logique, comment ça fonctionne Mmh. et derrière, tu l'analyse ça va être plus facile. Bah, c'est un peu ce que tu as dit dans le sens où, commencer par vraiment apprendre les bases de la finance, si c'était à refaire, parce que c'est ce que je disais au début, c'est que j'ai passé, je pense 2 ans à essayer diverses méthodes. Alors, s'il y a vraiment un 1er conseil, c'est être réaliste dans ses projections et ne pas s'attendre à ce qu'on peut faire miroiter sur le web, à savoir, ouais, la bourse, tu viens, tu fais du x3, x4, x5. Non, ça n'existe pas ça. Ça peut arriver, faut pas dire jamais, ça peut arriver. Mais c'est pas la norme. La norme, c'est de faire, et même alors, la norme, en tout cas pour l'indice boursier, français, c'est Ah la oui, norme, pour c'est de ça. faire 7-8%. Voilà. Ouais, c'est Commencer par les bases de la finance, c'est le bouquin dont on a parlé tout à l'heure, Le Vernis humain, pour moi, ça reste quand même la bible, pour les investisseurs francophones. En tout cas, ceux qui s'intéressent vraiment à des entreprises, plutôt, on va dire, européennes et qui reportent en IFRS. Heu, ou même entreprise française. Je pense qu'on trouvera pas mieux, à ce niveau-là. Après, une fois qu'on a appris ces qu'on a acquis ces bases, je pense commencer à s'intéresser à aux deals, les deals réalisés par Warren Buffett ou à tout ce qu'il a dit. Je pense qu'on pourra apprécier mieux une fois qu'on a acquis les bases, on pourra mieux apprécier, ce dont il parle à chaque fois. Je pense que pour quelqu'un qui démarre, attaquer directement par les vidéos de Buffett, ça peut être très compliqué à comprendre ou à en minima ouais. acquérir toutes les notions derrière. En fait, ce qui se passe en bourse pour moi, c'est que si je prends l'exemple de Warren Buffett, Charlie Munger ou tous les grands investisseurs, on l'écoute une fois, on prend des leçons. Mmh, Si tu réécoutes la même vidéo dans 3 ou 4 ans, mmh, tu tires d'autres leçons. Parce c'est vrai. qu'avec le temps, tu as une autre vision
Et pour c'est moi, des vrai. fois, j'ai regardé toutes les vidéos de Warren Buffett possibles sur internet, tout ce qui existe et je les ai vues et revues plusieurs fois et pareil pour, tous les grands investisseurs. En fait, tout, et derrière, quand tu réécoutes après 2 3 ans la même vidéo, tu as d'autres leçons parce que C'est tu as vrai, appris, tu as évolué et ce sont des choses, qui vont rester là et même pareil pour les livres. clair. Non, c'est clair. Bon, ça dépend aussi un peu, je rajouterais juste que ça dépend des envies de chacun. Si effectivement, quelqu'un qui veut pas, s'emmerder, à analyser à lire des comptes annuels, enfin des rapports annuels et cetera, heu, potentiellement effectivement, privilégier que les ETF et vice versa. Mais ça dépend des envies de chacun. On va essayer de simplifier pour des gens qui viennent de se lancer en bourse. Ça peut les aider à comprendre, à se motiver parce que c'est quelque chose qu'il faut faire sur la durée et la motivation est importante quand même. Je pense qu'on va essayer de simplifier quelques concepts, de donner des exemples. Tout à fait, tout à fait. Bah, l'idée c'est que ce soit une place d'échange, donc ouverte à la critique. Effectivement qu'on puisse, en tout cas, la maigre expérience qu'on a, dans le domaine boursier puisse profiter à d'autres personnes. C'est clair. Donc à bientôt Yacine, on s'arrête là. Merci Au revoir. Mostafa. Salut.